Hello, hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tech Lab. Et aujourd'hui, nous allons aborder notre cinquième vidéo sur notre playlist A0 qui est sur le AZ900. Donc aujourd'hui, on va attaquer ce qui concerne le compute dans Azure. Le compute dans Azure, c'est quoi? C'est le cœur dans Azure. Le compute, c'est tout ce qui fait tourner en fait ton code dans le cloud. Donc, on va voir un peu les différents sets services qui existent dans Azure et on va parler un peu de tout ce qui est, par exemple, d'infrastructure as a service. Quand tu parles de IaaS, on a les VM. Quand tu parles de platform as a service, on a les Logic App, les App Services. On va un peu rentrer en détail. Je vais vous montrer aussi, je vais aussi faire quelques labs. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais juste switcher mon écran sur mon PowerPoint un peu. Donc voilà un peu de quoi on va parler. On va parler des computes, donc des VM, c'est quoi les skill sets, app services, des conteneurs, les fonctions, qu'est-ce qu'on entend tout ça là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et on va aussi faire quelques exemples. Donc dans le AZ900, cette partie quand même c'est sur 35 à 40% de l'examen. Donc parfois ils vont poser des questions du genre euh, tu veux mettre en place une application web, est-ce que tu vas utiliser du IaaS ou tu vas utiliser du PaaS? Donc, on s'entend bien ici que c'est du PaaS, c'est du Platform as a Service. Donc, on va utiliser comme le App Services qui peut nous permettre d'héberger notre application web. Donc, c'est ce genre de questions qui peuvent être posées. Donc, on va continuer. Je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire. Donc, ici, on va un peu voir un peu les cartes la carte du compute Azure. Donc, on va voir un peu IaaS, PaaS, les serverless. Quand on dit serverless, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur. C'est juste que toi, tu t'occupes de rien du tout. Toi, tu t'occupes juste de ton code ou de ta logique, en fait. On va parler un peu, on va rentrer un peu plus en détail. Donc, en deux, on va parler, on va voir les virtual machines, c'est du IaaS. Donc, quand on parle de IaaS, c'est du contrôle total. On va faire un lab quand même aussi. On va aussi parler des VM skill set, scaling automatique, ajouter selon la charge de travail. Donc, après, on va aussi voir un peu le Azure App Services, donc qui est un plateforme as a service. Et on va aussi parler de conteneurs, de AKS, Azure Container Instance ou Azure Kubernetes Services. Donc, c'est des choses on va voir un peu. Et aussi, on va voir aussi des Azure Functions, comme les serverless. Et ensuite, on va aller sur un tableau de décision. Donc, on va commencer par quoi? Donc, on va commencer déjà par les virtual machines. C'est du IaaS, le virtual machine. Donc, c'est un serveur cloud. Le virtual machine, c'est quoi? C'est comme une machine physique, mais dans le cloud. Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui gères l'OS, c'est toi qui gères, comment on appelle ça? La RAM, les mises à jour, etc. En fait, donc, tu peux gérer. Et par exemple, dans Azure, on a différentes tailles. On a c'est des nomenclatures, mais on va rentrer un peu en détail après dans les vidéos qui vont suivre. Donc, tu peux avoir comme le B1S ou la série D ou la série M qui est dédiée à tout ce qui est machine learning ou intelligence artificielle. Donc, je vais juste faire une petite démonstration et je vais passer sur mon whiteboard pour vous expliquer un peu ça. Donc, j'espère que vous voyez mon whiteboard. Donc, par exemple, ce que je vais faire ici, quand on parle de IaaS, I, Infrastructure as a Service, oh, mon truc est trop gros. Donc, pas forcément de IaaS, je vais aller de manière générale pour vous montrer un peu le IaaS, le PaaS et les services. Donc, quand on parle de IaaS, par exemple, donc je vais faire mon premier carré ici. Donc, on va dire IaaS. Donc, c'est des infrastructures as a service. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans les infrastructures as a service? On retrouve des virtual machines, des VM. Donc, les VM, c'est-à-dire, c'est une machine, comme j'ai dit, c'est une machine physique. Une machine, c'est comme une machine normale, mais dans le cloud. Donc, c'est toi qui gères tout. Tu gères
Tu as un contrôle total en fait sur les mises à jour, le système que tu installes, etc. Donc tu as un contrôle total aussi. Tout. Donc ça c'est un IAS. Comme IAS aussi, on retrouve aussi les virtual desktop. Les virtual desktop. Les virtual desktop, c'est quoi en fait? C'est comme aussi c'est des bureaux Windows, c'est des bureaux Windows dans le cloud. Donc tu as un bureau Windows dans le cloud en fait. C'est à peu près ça aussi. Ça aussi c'est infrastructure as a service. Et on a aussi les VM, on a aussi les VM Scale 7. Les VM Scale 7, c'est des VM en fait, c'est des VM qui s'ajustent automatiquement. Je donne un exemple par exemple. Disons que tu as 3 VM. euh, euh, Quand tu mets en place un scale set, c'est-à-dire que par exemple, j'ai, disons un site web, je donne un exemple, un site web qui tourne sur une VM, un exemple simple comme ça. Donc, ce qui fait que par exemple, imaginons que par exemple, tu as, tu mets en place le VM scale set, donc tu te dis que par exemple, si mon CPU tourne autour de 20%, ben, utilise juste une seule VM. Donc, la charge de travail n'est pas vraiment énorme. Donc, mais par exemple, si tu commences à avoir plusieurs clients qui viennent, ou par exemple, ton site passe à la télé, donc il y a plusieurs personnes qui s'enchaînent dessus. Donc, par exemple, quand ton CPU va commencer, ben, c'est des métriques en fait. Donc, par exemple, ton CPU va commencer, tu définis par exemple, si mon CPU atteint 70%, ajoute une nouvelle VM pour pouvoir, comment on appelle ça, équilibrer la charge. Donc, on parle souvent de load balancing en fait. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la charge de travail va augmenter, les machines vont se rajouter pour venir supporter le trafic ou venir supporter les requêtes en fait. Et une fois que ça descend, par exemple, tu as aussi la VM scale set en fait qui réduit en fait. Donc, ça va repasser de 4 par exemple à 1, ainsi de suite. Donc, c'est à peu près ça quand on parle de VM scale set. Donc l'autre type de forme aussi c'est on va aussi faire un autre ici, c'est le pass, plate, euh, c'est le PaaS, Platform as a Service. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans les plateformes as a Service? Dans les plateformes as a Service, on retrouve les services comme le App Services. Donc, le App Services, c'est quoi? Le App Services, c'est un service qui te permet d'héberger tes applications web. Donc, tu développes un site web ou une application web, tu veux l'héberger. Donc, tu n'as pas à t'occuper de sur quel VM ça tourne, sur quel OS ça tourne. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est ton code. Tu codes ton application et Microsoft s'occupe du reste en fait. Il s'occupe de la mise à jour, du patching, etc. Toi, tu t'occupes juste de mettre à jour ton code. Donc c'est ça qu'on appelle souvent des plateformes as a service. Et dans les passes, on retrouve aussi des conteneurs. Donc les conteneurs, en fait, les conteneurs instances. Les conteneurs aussi, dans Docker aussi, ça vient aussi enlever. Par exemple, quand on parle aussi euh, l'exemple que je peux donner, c'est-à-dire que la différence entre Docker et une VM, c'est quoi? Tu sais, une VM, par-dessus, tu installes un système d'exploitation, un OS, et ensuite, de l'OS, maintenant, tu installes maintenant, par exemple, ton service que tu veux installer. Par exemple, tu veux installer euh, MySQL ou bien tu veux mettre en place une base de données, une DB MySQL. Donc, tu viens installer ça par-dessus. Avec Docker, pas besoin. Tu as déjà une image déjà toute prête, par exemple, de MySQL. Tout ce que tu as à faire, c'est déployer le Docker, le conteneur instance et il est prêt en fait. Donc, c'est à peu près ça en fait. Donc, on a aussi le Kubernetes. Le Kubernetes, en fait, c'est l'orchestrateur de Docker. Imaginons par exemple, tu te retrouves à gérer par exemple un conteneur, ça va. Maintenant, imaginons que tu as 20 conteneurs que tu dois gérer en même temps. Ça devient beaucoup. Donc Kubernetes est là. Kubernetes Service est là pour gérer, pour orchestrer en fait. Lorsque par exemple un conteneur refuse de démarrer ou plante, il peut le redémarrer automatiquement. Et c'est là que ça intervient quand on parle un peu de. Souvent on parle des applications monolithiques. Les applications monolithiques, ça c'est des applications qu'on développait avant. C'est des applications du genre, bon, je pense qu'il y en a toujours. C'est des applications du genre, tu fais tu construis une grosse application. Donc, je donne un exemple d'un restaurant. Disons, tu as un restaurant, tu as un chef restaurant. Et c'est lui qui fait tout. C'est le chef de restaurant.
qui s'occupe de prendre la commande, qui s'occupe de préparer les repas, qui s'occupe de servir, qui s'occupe de facturer. Donc, imaginons maintenant ce chef de restaurant tombe malade, donc le restaurant ferme. Donc, c'est à peu près ça avec ce qu'on appelle les microservices. Donc, les microservices, on vient par exemple euh, découper les différents services modules. Par exemple, tu auras par exemple quelqu'un qui va s'occuper de faire la vaisselle, quelqu'un qui va s'occuper de prendre les commandes, quelqu'un qui va s'occuper de préparer les commandes, quelqu'un qui va s'occuper. Donc, Kubernetes est là Kubernetes Service est là pour orchestrer tout ce beau monde. Donc, aujourd'hui, par exemple, ce qui fait que, par exemple, tu as des applications qui sont construites comme ça, donc des applications en microservices. Donc, aujourd'hui, par exemple, je vais mettre à jour la partie paiement. Je n'ai pas besoin complètement de shutdown mon application. Donc, les gens peuvent continuer à s'inscrire parce que le module d'inscription est un microservice, donc il fonctionne indépendamment des autres. Donc, c'est à peu près ça, en fait, au niveau de quand on parle de ça. Donc, c'est pour ça que je disais, oh, le troisième, c'était ça, c'était Kubernetes Services. Donc, c'est l'orchestrateur de conteneurs à grande échelle. Et c'est utilisé dans la plupart des grandes entreprises, les banques, ou quand tu as une application, une grosse application, que tu le mets en microservice, et etc. Donc, la troisième catégorie qu'on a, c'est ce qu'on appelle des serverless. Des serverless, ça ne veut pas forcément dire que c'est pas de serveur, mais ça veut dire que euh, tu t'occupes de rien. Toi, tout ce que tu as à t'occuper, c'est juste, par exemple, quand on parle de serverless, on parle souvent de la logique. Donc, on a par exemple Azure Function. Azure Function, c'est un serverless. On a aussi Logic App. Je vais vous parler un peu de Logic App parce que je l'utilise beaucoup. Et on a aussi des Event Grid. Donc, ce sont en fait, des services que tu peux utiliser pour du genre, par exemple, Azure Function, c'est plus utilisé par les développeurs. Donc, imaginons par exemple, tu as une fonctionnalité qui permet tu as un code qui permet de redimensionner des images. Donc, tu as un site web, les gens par exemple uploadent des photos tout le temps sur le site, mais toi, tu as une fonctionnalité qui permet de redimensionner l'image pour pouvoir réduire la taille, etc. Si par exemple tu as un serveur, tu as une VM qui s'occupe de ça, donc imaginons ta VM elle tourne 730 heures par mois. Donc, qui est des gens qui uploadent des images, qui n'y ait pas des gens qui uploadent des images, toi tu vas payer les 730, tu vas payer ce que la VM en fait. Maintenant, les Azure Function Logic App, eux, ils sont là, par exemple, ils ne fonctionnent que sur du temps et ils fonctionnent avec ce qu'on appelle des triggers. C'est-à-dire c'est des déclencheurs. Donc c'est quelque chose qui vient déclencher un événement qui permet de s'exécuter. Donc par exemple, tu peux utiliser Azure Function comme j'ai dit tantôt pour mettre par exemple ton code qui permet de redimensionner les images. Tu vas le mettre dans un Azure Function, c'est-à-dire que et tu vas par exemple mettre un déclencheur pour dire ok, si par exemple un utilisateur upload une image, le fait d'uploader cette image, par exemple, sera le déclencheur qui va permettre de lancer la fonction Azure Function qui va permettre de redimensionner l'image et ensuite elle va s'arrêter. Donc, c'est-à-dire que si par exemple le redimensionnement de l'image dure, je donne un exemple, 2 heures, donc ça veut dire que tu auras utilisé seulement 2 heures. Donc, tu vas utiliser 2 heures sur 732 heures, par exemple, comparé à une VM que tu as mis en place là, H24. Donc, vous voyez un peu comment ça devient un peu bénéfique quand on utilise ces genres d'outils, comme le Logic App par exemple, que moi j'utilise par exemple. Le Logic App que je travaille là-dessus, c'est par exemple faire communiquer euh, deux systèmes indépendants. Donc, par exemple, tu as un système ici qui est indépendant et tu as un autre système indépendant. Donc, le Logic App permet de faire ce lien-là. Donc, le projet sur lequel je travaille, par exemple, on a un système, des gens, par exemple, ils rentrent des données. Les données, par exemple, sont téléversées dans un lakehouse, Donc, on a accès à ça via une base de données SQL, en fait. Donc, ce qui fait que ma logique app se base, par exemple, sur le temps. Par exemple, chaque 2 heures, vérifie s'il y a un nouveau, il y a des nouvelles données qui sont rentrées. Si les nouvelles données sont rentrées,
Par exemple, vérifie si elles n'existent pas déjà dans le système où on doit les envoyer. Si elles n'existent pas dans le système qu'on doit les envoyer, envoie-le via un API, etc. Donc c'est assez intéressant quand même comme fonctionnalité. Donc la question qu'il faut toujours se poser, c'est combien entre IaaS, Platform as a Service, Serverless, quand tu veux choisir, est-ce que je veux un contrôle total? Si je veux un contrôle total sur, par exemple, la ressource, donc je vais aller avec du IaaS. Mais par exemple, si je veux pas de contrôle total, et ben, plus tu vas avec du IaaS, plus ça va te coûter de l'argent, hein. Donc, plus tu vas vers des services comme des serverless, ça va revenir moins cher. Par exemple, quand tu prends les Azure Functions, par exemple, ou le Logic App, Azure Function, lui, il fonctionne par exécution. Donc, à chaque exécution, tu es facturé. Et c'est des montants vraiment, désolé, minimes. Et je pense que quand tu essaies le Azure Function, les premiers mois, les 1 million d'exécutions sont gratuits. Donc, tu vois comment c'est assez intéressant. Le Logic App, lui, il fonctionne par logique, donc par action. Donc, à chaque action que tu fais, euh, c'est comme ça que c'est facturé. Et c'est vraiment, 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 vraiment minime. Je vais vous montrer tantôt les coûts. Ça coûte 0,00000. Donc, ça va dépendre de comment vous voulez le faire. Donc ça, c'est un peu ce que je voulais vous expliquer ici. Donc si je reviens sur mon PowerPoint, donc comme j'ai dit par exemple, donc au niveau du IaaS, donc on a par exemple le Windows Server, nanani, nanana, donc le déploiement dans plusieurs zones. Donc tu as aussi, par exemple, parce que je vais vous montrer tantôt quand on va passer dans le lab, quand tu crées une VM, si tu éteins la VM, parce que la VM, elle se crée pas seulement, quand tu crées une ressource VM, il y a différentes petites ressources qui sont créées. Par exemple, il y a un storage qui est créé, il y a euh, des vignettes, une carte réseau qui est créée. Donc, il y a différents services qui sont créés. Et tous ces services-là, toutes ces ressources-là consomment en fait. Donc, même si tu éteins la VM, cela ne veut pas dire que tu n'es pas en train de payer. Donc, il faut souvent faire il faut souvent, surtout côté lab, par exemple, quand tu fais les labs, quand tu finis, par exemple, tu supprimes tout. Donc, je vais vous montrer tantôt comment ça se passe. Donc, c'est pour ça qu'ici, on voit deallocate. Donc, quand tu mets deallocate, c'est-à-dire c'est 0 $. Donc, ça te coûte même. Mais par contre, quand tu fais stop, quand tu arrêtes une VM, ça ne veut pas forcément dire que tu as deallocate. Tu continues à payer encore. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Donc, ici, comme j'ai mis ici, donc souvent dans l'examen de AZ900, on va vous poser la question, par exemple, entre si la VM, par exemple, est deallocate ou est-ce que ça continue de payer ou pas. Donc, c'est des questions comme ça. Donc, comme ici, par exemple, deallocate est égal à arrêt complet. Donc, c'est égal à 0 $. Donc, tu as des VM comme le SKU. Donc, les SKU, t'as plusieurs types de SKU en fait. Tu as des B1, des D, des séries D, etc. Donc, c'est à peu près ça. Donc, je vais continuer un peu ici. Donc c'est ce que j'expliquais ici. Donc, le plateforme as a service, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on a, hum, on a le plateforme as a service, donc le PLAS. Donc, c'est des hébergements web sans serveur. Donc, il supporte plusieurs langages, donc le .NET, Java, Python, Node.js. Donc, il y a plusieurs langages qui sont. Il supporte aussi le scaling automatique intégré. Donc, ou aussi le CICD pour tout ce qui est déploiement en continuité avec GitHub intégré. Donc, exemple principe, tu as un site web ou un API REST, etc. web. Donc, dans le container instance, on a le container instance aussi, c'est une plateforme as a service. C'est une plateforme as a service, donc tu lances un conteneur Docker en quelques secondes, tout est prêt. Pas de cluster à gérer, facturation à la seconde, parfait pour des tâches ponctuelles. Donc, tu as une job, tu as un travail que tu veux faire, donc le Docker se lance, il fait le travail, après, off. Donc, c'est comme ça. Et aussi, on a aussi l'autre que je parlais tantôt, c'est le Kubernetes as a Service, Azure Kubernetes Service. Donc, ça, c'est l'orchestration de conteneurs, de conteneurs. Donc, il permet de faire du load balancing, un peu comme j'ai dit, par exemple. Tu as par exemple un conteneur qui est surchargé, donc il va essayer de dispatcher en fait au niveau des conteneurs pour que le workload soit plus la charge de travail soit répartie. Donc, tu as des déploiements sans interruption. Donc, c'est souvent des microservices. C'est à peu près ça. Dans la règle simple, app service est égal à code web simple. C'est-à-dire que tu as juste besoin tu codes ton application, tu le déploies.
Les Azure Container Service, c'est un conteneur ponctuel. Donc, tu as besoin d'un travail, tac, tac, il est fait et c'est fini. Et le AKS, c'est plusieurs conteneurs en prod. Donc, tu peux gérer plusieurs conteneurs en microservices. Donc, on va continuer un peu. Donc, ça, c'était. Je vais continuer ici. OK. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, donc ici, on a ce qu'on appelle les Azure Functions. Comme j'écris tantôt, c'est quoi? Tu écris du code. Euh, c'est un peu ce que j'ai expliqué. Donc, je vais revenir un peu ici et aller un peu en détail sur ça, sur mon whiteboard pour vous expliquer un peu. Donc, on va déplacer ça un peu ici et je vais faire ça. Donc, si on veut parler par exemple de Azure Virtual Machine. Donc, euh, avant par exemple, si je veux parler de... ouais, c'est ça, ok. Si je veux parler d'abord, je veux d'abord parler de... Avant de parler je pense que je suis ici. Avant de parler de... Donnez-moi un instant. Avant de parler de ça, Azure Function, je vais revenir un peu en arrière ici. Donc, quand on était au niveau des VM, parce que je voulais vous montrer un peu quelque chose aussi pour entrer un peu plus en détail. Donc, on switch sur l'écran, sur mon whiteboard et je vous montre. Donc, quand on parle en fait de IAS, on parle de IAS, hop, c'est pas grave, IAS, Infrastructure as a Service. Donc, avant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand vous voulez démarrer un projet ou vous voulez faire quelque chose, bon, avant, il y avait le serveur physique. Donc, on commande un serveur physique. Donc, tu as le serveur physique qui est là. Donc, tu achètes le serveur physique. Il y a la livraison. Donc, ça prend entre 4 à 8 semaines le temps de livrer le serveur. Tu dois gérer le hardware. Donc, gérer le hardware. Euh, tu payes même si, c'est-à-dire que tu payes même si tu n'utilises pas, en fait. Et c'est limité seulement dans ton data center. Mais quand on passe, par exemple, à une VM dans Azure, la VM est créée en moins de 2 à 3 minutes. Tu payes à l'heure, tu payes par heure. Et Azure gère tout ce qui est hardware, c'est-à-dire physique. Tu as le scale up, scale out. Tu as la disponibilité dans plus de 60 régions. Et tu peux arrêter quand tu veux. Donc, imaginons ici, quand on est dans un serveur physique, vous démarrez le projet, finalement le projet tombe à l'eau. Ben, tu as un gros serveur physique que tu as payé peut-être à 10 000 dollars, je sais pas quoi. Alors que dans Azure, donc, tu crées ton serveur, ben, le projet n'est plus d'actualité, tu supprimes ton serveur. Donc, c'est ce que, maintenant, c'est quand utiliser vraiment une VM par exemple dans Azure. C'est quand on va, par exemple, on veut migrer des serveurs, ce qu'on appelle du lift and shift, c'est-à-dire qu'on veut migrer, par exemple, un serveur existant, donc un serveur de on-premise vers le cloud. Donc, tu as besoin de faire des environnements de tests pour tester, créer, supprimer rapidement. Tu as besoin d'avoir un contrôle total, comme j'ai dit tantôt, installer n'importe quel type de logiciel, par exemple des applications legacy qui fonctionnent, par exemple sur le on-premise, tu as besoin de les déplacer. Donc, tu as besoin de quelque chose de un peu comme dans ton on-premise. Donc là, tu vas utiliser du IaaS, donc de Infrastructure as a Service, donc une VM dans Azure. Donc, c'est à peu près ça. Donc, je vais revenir ici. Donc, je vais revenir et on va continuer sur. Donc, on a vu ça. Donc, c'est à peu près ça en fait. Donc, ici, tu as vu par exemple, on a des. Donc, ici, tu as ta VM qui tourne 24 heures sur 24, même sans trafic. Tu payes 720 par mois, minimum 15 dollars par mois. Tu gères l'OS, mise à jour. Mais ça, c'est avec ça, c'est quand on parle des Azure Functions, serverless. Donc, la différence entre une VM et des Azure Functions, c'est ça, en fait. Donc,
C'est un peu comme ce que j'ai expliqué tantôt au début. Donc, ici, par exemple, avec le Azure Function, s'exécute seulement quand, quand c'est appelé via un déclencheur, un trigger. Tu as vu le coût d'exécution, c'est 0,00002 $ par exécution et 1 million d'exécutions par mois gratuitement. Azure gère toute l'infrastructure, toi tu ne gères rien du tout. Donc voici les différents types de déclencheurs qu'on a. On a des déclencheurs sur le temps, comme ce que je vous disais sur le projet que je t'avais avec Logic App. Donc je disais par exemple, je veux que par exemple chaque lundi, mercredi et vendredi que tu ailles checker s'il y a de nouvelles il y a de nouvelles lignes qui se sont rajoutées dans la base de données dont peut-être la colonne processed est encore à 0. Donc tu traites, ensuite tu le mets à 1. Donc c'est ce genre de logique. Donc tu peux utiliser un timer, un appel d'URL, un queue, c'est-à-dire un nouveau message ou un blob par exemple. Dès qu'un nouveau fichier est déposé, le déclenchement se fait ou des event hub. Donc ça c'est plus dans les données IoT. Donc ça c'est bon, on a parlé. Donc je vais revenir un peu, je continue ici. Donc quel service choisir? Donc ici, en fait, c'est la question qui tombe souvent avant de passer par là, on va aller faire un peu des petits tests. On va aller créer quelques services et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc on va passer sur mon portail. Vous vous rappelez, j'avais créé mon compte, j'avais fait le setup avec vous et actuellement je suis connecté en tant que... oh, bon, là, vous voyez, je suis connecté avec mon compte, mais je vais chuter avec mon compte admin@daotech.com. Donc, je veux que je me rappelle du mot de passe. Oh, oh, oh. Bon, bon. Ok, perfecto. Donc, le MFA, important pour la sécurité. 7.9. On va valider ça. Il y a quelque chose aussi que je voulais vous montrer. En fait, euh, quand vous créez votre compte Azure gratuit, Azure, Microsoft vous donne jusqu'à 30 jours. Il vous donne 30 jours que vous pouvez tester 200 services et plus. Mais après ces 30 jours, vous allez voir qu'il va vous demander de passer à l'étape de facturation. Vous pouvez le faire, mais cela ne veut pas dire que ce sera facturé directement. C'est en là que je voulais venir. J'ai voulu enregistrer la vidéo quand je passais, mais finalement, j'ai pas pu. Je vais vous montrer quelques images que j'ai prises en capture. Donc, voilà un peu. Donc, vous voyez, il me proposait en fait, de mettre à niveau parce que j'avais déjà dépassé le délai de 30 jours gratuits, mais j'ai encore le droit d'utiliser les services jusqu'à 1 an, 12 mois. Donc, mais pour pouvoir faire ça, il faut mettre à niveau. Donc, ce que vous devez choisir, vous, c'est essentiel inclus pour les particuliers ou les équipes qui ne nécessitent pas de support technique. Donc, c'est-à-dire que c'est paiement à l'utilisation, mais par exemple, quand vous créez des VM ou des app services, vous pouvez directement supprimer la ressource. Et il y a des services qui sont gratuits. Il y a plus de 90 services qui sont gratuits. Comme vous pouvez le voir ici, pourquoi effectuer la mise à niveau? Accès continu aux services gratuits. Mettre à niveau votre abonnement vers le paiement, l'utilisation et continuer de bénéficier gratuitement plus de 80 services Azure populaires. Donc, payez uniquement ce que vous utilisez. Vous voyez ici, votre plan est mis à niveau, ne nécessite aucun engagement initial et vous pouvez annuler à tout moment. Tout crédit restant dans votre essai est reporté et reste valide pendant 30 jours à compter de l'inscription. Donc, ce qui est important ici, je vais vous montrer, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez créer une ressource, bon, les ressources sont créées dans des groupes de ressources, supprimez directement le groupe de ressources. Parce que même si vous laissez une ressource, c'est là que vous pouvez vous tromper, vous allez recevoir une facture ben, qui consomme. Mais à chaque lab,
supprimer la ressource et vous n'avez rien. Vous allez voir que vous allez toujours être à 0 $. Et je vous avais aussi montré comment mettre en place le budget. Peut-être je vais vous remontrer ça. Donc, moi, j'avais choisi ça et j'ai cliqué sur mettre à niveau. Quand j'ai cliqué sur mettre à niveau, j'ai obtenu ça. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, j'ai ça maintenant. Maintenant, je vais vous montrer un peu. Si je cherche ici services gratuits, on va voir un peu. Donc, si vous cherchez services gratuits, vous cliquez dessus. Vous voyez ici, euh, les services qui incluent des montants mensuels gratuits pendant 12 mois. Donc, étant donné que je suis passé à paiement à l'utilisation, ben, je paye rien. Mais il y a des services que je peux utiliser pendant 12 mois. Par exemple, je peux utiliser cette machine virtuelle, 750 heures. Donc, chacune des machines virtuelles brutales, ben, par exemple, Burst Table, donc tu as ce modèle-là, c'est gratuit. Pour 700, donc tu as Linux, tu as des stockages, tu as des blob storage, des Azure Files, des Key Vault. Tu as plusieurs services ici qui sont gratuits. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer, ben, on va essayer de créer une machine. Donc, ce que je vais vous montrer. Donc là, je suis en train de créer quoi? Un IaaS, donc Infrastructure as a Service. Je suis en train de créer une VM. Donc, vous vous rappelez, non? Une VM ne vit que dans un groupe de ressources. Donc, qu'est-ce que je dois faire premièrement? Je dois créer mon groupe de ressources. Donc, je vais l'appeler. Il y a souvent une forme de nomenclature qu'on fait. Par exemple, RG, ça veut dire Resource Group, ben, moi je vais appeler Lab VM. Donc ça, ce sera mon ressource groupe. Donc j'ai créé mon ressource. Maintenant, je nomme le nom. Je vais nommer ma VM. Je vais l'appeler VM-01. Donc ici, vous pouvez voir. Donc je choisis en fait ma région où je la veux. Donc imaginons par exemple. Donc vous voyez toutes ces machines qui sont là. Donc ici par exemple, bon voilà, j'ai choisi par exemple cette VM. Quand j'ai cliqué directement sur les services gratuits, vous voyez ici, il me dit cette taille n'est pas disponible dans Canada Central pour cet abonnement. Donc, en fait, là, c'est parce que il y a ce qu'on appelle le quota. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir ici. Non, il s'ouvre pas. On va, hop, oh, je suis sorti. On va le voir tantôt. Donc, je vais juste recréer mon RG-lab VM. Donc, je vais l'appeler VM-01. Donc, ici, donc, dans Canada Central, on voit que, par exemple, en fait, les quotas, en fait, c'est le quota disponible dans la région. Il y a trois niveaux. Il y a au niveau de la région, au niveau de ton abonnement aussi. Par exemple, imaginons par exemple, ça c'est un nouvel abonnement. J'ai pas vraiment de, 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 comment on appelle, de quota en tant que tel. D'habitude, le quota c'est zéro. Donc, c'est-à-dire que le quota ça évite par exemple que, par exemple, si j'ai un quota par exemple sur mon abonnement, j'ai un quota de 10. J'ai un quota pour 10. Ça veut dire que sur cette VM, je ne peux que créer 10 de cette VM. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ça évite les erreurs du genre, par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui a lancé pour la création de 100 machines. Donc, tu vois. Maintenant, toi, au fur et à mesure que tu évolues dans ton environnement, tu te dis, ah non, moi j'ai besoin de plus de 2 VM ou de 10 VM. Je peux faire une demande au niveau de Microsoft pour dire, OK, je veux que vous augmentez mon quota à 10. Et Microsoft va analyser et va voir en fonction de ses ressources à eux au niveau de la région, est-ce qu'il peut t'allouer 10, que tu as la possibilité de créer 10 machines au niveau de ta subscription. Je vois pas un peu, vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Donc, ici, si je choisis ici bon, on va juste choisir celui-ci, je vais faire ça. Donc, vous voyez ici, actuellement, le B1, il n'est pas bon. Mais moi, j'avais déjà programmé le B2. Le B2. Donc, je vais vous montrer un peu comment je peux faire pour le B1. Donc, pour le B1, en fait, il y a deux manières. Je vais vous montrer ici. Je vais dupliquer ceci. Vous allez voir ici. Ici, on est passé par service gratuit. Ça, c'est les services gratuits. Mais la plupart du temps, quand on veut créer une VM, je cherche Virtual Machine, machine virtuelle. Ouais, normalement, il doit pouvoir me sortir. Machine virtuelle. Donc, vous voyez ici, donc je peux faire créer et je fais
créer une machine virtuelle. Ça va m'amener au même endroit, mais vous voyez un peu qu'il y a une différence un peu ici. Donc, étant donné qu'on est dans un service gratuit, on n'a pas tout ce qui est options, zone de disponibilité, etc., redondance. Vous voyez en même temps qu'il y a le coût, en même temps qu'il s'affiche à côté. Donc, quand je vais commencer à choisir, par exemple, une ressource, je mets par exemple ça, vous allez voir le coût. Donc, est-ce que je veux que ce soit, par exemple, je veux pas que ce soit, euh, je veux pas une haute disponibilité. Je veux que le type de sécurité soit standard. Je choisis par exemple, vous voyez, vous allez voir que le prix va varier. Donc, c'est des options en fait. Maintenant, moi d'habitude, je passe par ici. Donc, je vais vous montrer ce dont je vais vous parler au niveau des quotas. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ce sont comme vous pouvez le voir, c'est des séries de VM qui sont disponibles. Il y a des VM qui sont dédiés à tout ce qui est machine learning, il y a des VM qui sont dédiés à tout ce qui est GPU. Donc, il y a plusieurs types de VM que vous pouvez utiliser en fonction de. Il y a aussi ce qu'on appelle le general purpose. Donc, ça, c'est usage général en fait. D'habitude, c'est les D2, les séries D2 qui sont là. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est gratuit. Génération uniquement pris en charge. Donc, quota insuffisant, unité familiale. Donc, je vais venir ici. Hop, on va voir. Je pense que ça. Ok, ça va planter. Donc, je vais venir. Donc, vous voyez ici. Donc, tantôt, j'avais dit B2, non? Donc, vous voyez ici le quota. Donc, on dit par exemple le quota dans. Ici, demander un quota, demander un quota. Donc c'est que on n'en a pas en fait, on n'en a pas, on n'en a pas. Donc si je reviens ici, je regarde ici, on avait dit vous ne serez vous ne serez pas facturé, vous ne serez pas facturé pour les 150 premières heures d'utilisation mensuelle des machines virtuelles. Donc les machines comme les B1 ou les B2 ATS, c'est des machines qui sont gratuites, par exemple, qu'on peut utiliser les 150 premières heures d'utilisation en fait. Donc comme vous pouvez le voir ici, je cherchais B1 ou B2. Donc, je cherche B1 ou B2. Donc, B1. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, je peux par exemple faire une demande de quota. Vous allez voir que. Donc, je prends n'importe quel. Je vais juste prendre ça. Attends, je vais juste voir si je prends le B1 ou B2. B1 de AT. Est-ce que je peux trouver les B1? Est-ce que je peux trouver les B1? Si je recherche B1. Ok. Si je fais ça, donc on a les B1. Donc vous voyez ici, B1S, accès au service gratuit. Donc je peux faire demander un quota. Quand je clique dessus, j'ai l'impression que ma connexion est en train de ramer un peu. Ok. Je vais juste actualiser la page et je vais revenir là-dessus. Ok. On va rechercher B1. Donc si je cherche ici, donc vous voyez ici, ça c'est pour les services gratuits. Donc je peux cliquer dessus. Ok. Ça, il répond pas. Donc si je prends un autre par exemple, B1, je vais prendre par exemple un autre parce que j'avais déjà fait la demande pour lui. Donc si je prends lui, ok, il répond pas aussi. Donc B1. C'est parce que j'avais déjà fait la demande, donc quantité limitée, donc donc vous voyez ici, vous voyez le coût en même temps qui s'affiche ici. C'est vraiment ça. Donc je sais pas pourquoi il répond pas. Donc je vais vous montrer un peu comment la capture que j'avais prise. Ouais, normalement, je sais pas pourquoi il répond pas, mais voilà comment ça devait fonctionner. Donc là, je suis dans quota. Vous avez vu lui. Donc, une fois que tu cliques dessus, demande, il y a ce petit panneau qui s'affiche. Nouvelle demande de quota. Donc, vous voyez ici que j'ai demandé, euh, j'ai demandé le BAS V2 virtuel. J'ai demandé, nombre 2 parce que j'avais 0 avant.
Donc, ça prend à peu près 5, ça dépend en fonction de la région, 5 à 10 minutes avant que ce soit provisionné. Donc, voilà un peu comment c'est venu. Je ne sais pas pourquoi ça refuse de ne pas venir. Peut-être c'est parce que je l'ai déjà, mais normalement, ça devait prendre. Donc, revenons ici un peu à nos moutons. Donc, on va créer ici notre BIM. Donc, c'est pour ça que vous voyez le B1, le B1. Mais lui, j'aimerais bien le faire, le B1S là. Je sais pas pourquoi il le B1S. Attendez. Bizarre, bizarre, bizarre qu'il réagisse comme ça. Parce que vous allez voir que quand je vais ici actuellement, je ne peux pas utiliser lui, mais quand je vais faire la demande de quota au niveau du B1S, vous allez voir que ça va fonctionner. C'était déjà ici, donc B1S, c'est le B1S, hein. Donc taille. Bon, peut-être ils ont un problème, je sais pas. Bon, mais nous, on va aller avec le B2 là. Vous allez voir que l'option va disparaître. Mais si je choisis une autre région, par exemple, je prends ça, je risque d'avoir le même message. Donc, vous voyez. Donc, si c'est pas disponible, en fait. Donc, c'est ça, en fait. C'est parce que j'ai demandé mon quota, je veux 2 VM ben, pour le service gratuit. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Canada central. Vous allez voir qu'il est disponible. Donc, je vais nommer ma machine. Je la nomme comment? Je vais mettre admin. Mot de passe. Ici. Euh, bah, admin, je vais mettre admin. Je, souvent, je vais mettre ça ici pour ne pas. Je vais mettre dans tech. Comme ça, ce sera le nom d'utilisateur. Donc là, c'est bon. Euh, Port d'entrée publique, non, parce que si je fais ça, en fait, il va créer une adresse IP publique et une adresse IP publique aussi est facturable. Si je regarde ici, donc je peux ouvrir par exemple le RDP. Vous voyez ici, cela permet à toutes les adresses IP d'accéder à votre machine. Ceci est recommandé uniquement pour les tests. Utilisez le contrôle avancé. Bon, je vais le laisser comme ça et on va voir un peu ce que ça va donner. Donc vous voyez ici, donc j'ai créé j'ai rempli des informations pour créer ma VM. Donc je vais faire ce suivant. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les étiquettes, c'est quelque chose d'assez intéressant qu'il faut, il faut, si vous voulez après faire de la gouvernance, faire du FinOps, il faut vraiment que vous ayez de la rigueur au niveau des étiquettes. Mais après, on va en rediscuter un peu en détail parce qu'on peut mettre en place des policies au niveau comment on appelle ça? J'ai oublié le nom, c'est des policies, euh, policy, c'est politique, hein, politique, en français, politique. Je regardais après en fait, ça permet de faire la gouvernance, qui permet de fait de contrôler en fait tout ce qui se passe au niveau de. Par exemple, on peut juste mettre au niveau des ressources groupes, juste comment on appelle ça? Des étiquettes qui vont permettre d'identifier à qui ça appartient. Donc, par exemple, moi je vais laisser ça comme ça et je vais faire créer. Donc, il va lancer la vérification. Donc là, vous pouvez le voir. Donc, il dit quoi? Le coût ci-dessus est une estimation. Nanani, nanana. Donc, Donc, tout ça, c'est parce que j'ai ouvert le RDP sur Internet parce qu'il va me créer une adresse IP. Si je reviens en arrière, vous allez voir que je vais l'enlever. Aucun. Donc, je veux pas, je veux pas qu'il me facture pour ça. Mais pourtant, on peut le faire, hein, mais ce sera service gratuit. Ben, ce sera moins d'une heure. Donc, je vais juste montrer la différence. Donc, vous voyez ici, ok, il y a quelque chose que j'ai pris encore.
Euh, 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 Bon, c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça et on va avancer. RDP. Mais vous pouvez ne pas. En fait, le RDP, c'est juste qu'il va créer une adresse publique avec laquelle n'importe qui peut, via Internet, se connecter à la machine. Donc, ça, c'est bon. Donc, on va faire créer. Donc, le processus va se lancer. Là, on est en train de créer notre première machine virtuelle. Donc, comme vous pouvez le voir ici, si on regarde ici, vous voyez que le déploiement est en cours et vous pouvez aussi suivre le déploiement ici. Donc, comme vous pouvez le voir ici, là, il a créé le VMnet, c'est-à-dire la carte réseau, le réseau virtuel. Il a créé une adresse IP publique pour que je puisse attaquer la VM. Il a créé un NSG, un Network Security Group. Les Network Security Group, c'est comme un, je vais dire comme, c'est comme un firewall, ça filtre en fait tout le trafic. Imaginons par exemple, je vais dire, je veux que juste certaines adresses IP publiques puissent se connecter à ma VM. Donc, via le NSG Security, on va en voir ça un peu de tout ça. Donc, la ressource, elle est prête. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, je vais revenir un peu en arrière et je vais vous montrer un peu comment ça va se présenter. Donc, vous voyez que ici, j'ai créé un groupe de ressources. Donc, ça s'appelait RG Lab VM. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un, RG, un ressource group, surtout une VM avec qui a sa possession une VM net, une carte réseau, vous allez voir qu'il y a toujours un network, un ressource group network washer qui est là pour avoir par exemple des logs, pour regarder un peu le trafic, etc. Donc, si je recherche ici par exemple, donc on va aller un peu en détail, je vais juste faire ça. Donc, vous voyez ici, donc j'ai ma VM, j'ai mon adresse publique, j'ai mon NSG, j'ai mon etc. Donc, si je vais cliquer sur ma VM, donc vous voyez, ma VM actuellement elle est démarrée. Je peux faire connecter ou je peux faire juste connecter ici. Donc là, il va lancer accès à une machine virtuelle. Donc vérifier les règles. Donc je vais télécharger le RDP. Je vais lancer le RDP. Vous allez voir que je suis là, je me connecte. Donc, il me demande mes accès. Donc il me demande mon mot de passe. Et je suis connecté à la VM. Vous allez voir que c'est une VM en console, hein. C'est une VM console, donc c'est une VM vraiment légère. Donc, comme vous pouvez le voir ici, elle est en train de démarrer. Donc, c'est en mode console. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner. En attendant, comme vous pouvez le voir ici, donc quand vous rentrez dans la VM, vous voyez en haut ici, donc vous avez le groupe dans lequel il est. On peut déplacer les VM, donc vous voyez les caractéristiques. Vous le voyez ici, l'adresse publique, IP publique. Vous voyez le réseau. Donc, après, vous voyez les propriétés de la VM ici. Donc, si on vient ici, donc vous regardez ici, vous avez les étiquettes, le contrôle d'accès, donc je peux donner qui je peux donner accès pour qu'il ait accès à cette VM, etc. Donc les paramètres réseau, donc vous voyez ici, donc la carte réseau, on voit ici que l'interface de la carte, l'interface réseau de cette machine est liée à un NSG, à un Network Security Group. Et ce Network Security Group, vous voyez les règles qui sont définies. Donc, c'est des inbound, outbound que vous définissez qui dit, OK, j'autorise RDP 339 source, tout le monde, et destination, tout le monde activé. Donc, ici, par exemple, allow VNet inbound. Donc, c'est-à-dire que c'est une communication entre, j'autorise une communication entre les différents VM qui sont dans le même VNet. Donc, parce que si je reviens ici, si je cherche VNet, vous allez voir qu'il y a un VNet, VMnet, il est où? Non, Virtual Network, Virtual Network.
réseau virtuel. Voilà, c'est en français, c'est réseau virtuel. Vous voyez ici? Donc, pour avoir créé cette VM, donc il y a un réseau virtuel qui est créé ici. Donc, si je rentre dans ce réseau virtuel, vous allez voir ici que j'ai l'espace d'adressage. Donc, l'espace d'adressage ici, c'est quoi? C'est 10.1.1/16. Donc, slash 16, c'est plus de 65 535. Maintenant, je peux créer des sous-réseaux. Donc, je viens ici, vous allez voir qu'il y a il y a un sous-réseau, un sous-réseau de défaut ici. Donc, c'est le, comme vous pouvez le voir ici, c'est le 10.1.1/24. 10.1.1/0/24. Donc, je peux créer un autre sous-réseau, hein. Je peux dire, par exemple, ça c'est 10.1.1/24. Je peux faire normalement un 10.1. Je fais ici, .2/24. Je peux l'appeler euh, sub, peut-être web. Je peux faire ça. Donc vous allez voir que c'est à ce réseau. Après, je peux aller par exemple dire, OK, je vais relier la machine, la VM que j'ai créée, je vais la relier par exemple à cette quatre réseaux, à ce réseau-là, pas à ce réseau par défaut. Donc c'est à peu près ça en fait qu'on retrouve ici. Donc si je reviens sur ma VM, je vais faire ça, ressources group. Donc je vais aller ici et je vais aller à l'intérieur de ma VM. Oh, je pense que je l'avais lancé ici. Donc vous voyez, donc, voilà un peu la VM, elle est là. Donc vous voyez, donc c'est une VM légère, donc en mode, c'est un Windows Server de Data Center Azure Edition, c'est vraiment light. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc 2 par exemple, je fais 2. Donc je peux renommer la machine, je vais l'appeler VM-Azure. Yes. Bah non, I don't want to restart. Donc je peux faire no. Je ne vais pas redémarrer, mais au redémarrage, prochainement, la machine va. Le nom de la machine va changer. Donc c'est à peu près ça. Donc ça c'était notre petite VM, notre petite machine. Mais il faut savoir que la carte, par exemple, l'adresse IP publique, c'est quelque chose qui coûte. Maintenant, il y a une chose que je vais vous montrer ici. C'est-à-dire, euh, quand vous arrêtez une machine, vous voyez ici, les opérations de désallocation se terminent généralement entre 1 à 2 minutes, mais peuvent prendre jusqu'à 90 minutes dans certains cas. Vous pouvez quitter la page suivant vous voulez arrêter la VM 001. La libération d'une machine virtuelle arrête les frais, pas ses ressources de calcul. Vous voyez? Vous continuez à être facturé pour ces ressources d'infrastructure sous-jacentes telles que le stockage, la mise en réseau, etc. Donc, avant, il y avait une option qui permettait par exemple, tu arrêtais la machine, mais la machine, elle continue à consommer. Parce que même là, je peux arrêter la machine. Mais le fait que, quand je regarde dans mon ressource group, j'ai tout ça qui m'est facturé. Donc, j'ai mon stockage qui est là. La machine est éteinte, mais le stockage est là. C'est un stockage persistant. Il est là, c'est un 64 gigs. Donc, ça va continuer à consommer. Donc, ce que vous devez faire, c'est-à-dire dès que vous finissez avec une ressource, c'est pour ça que les ressources groupes sont assez intéressants. J'ai fini de faire mon lab. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais attendre d'abord que la machine s'arrête. Je n'ai même pas besoin que bon, je vais attendre jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Entre-temps, je vais juste vérifier si j'ai rien raté. Ok, donc c'est bon, ça s'est arrêté. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va juste supprimer notre ressource group. Donc on fait ça. Il faut copier le nom de la ressource, la poser ici et faire supprimer. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout, tout ce que j'ai créé à l'intérieur dans le, dans ma ressource group, ressource group va être supprimé. Parce que la ressource, le groupe de ressources va être supprimé lui-même. Lui aussi, j'en ai pas besoin, donc je vais le supprimer aussi pour ne pas me faire facturer pour rien. Donc je fais ça. Donc si vous faites ça, vous allez toujours rester à presque zéro. Parce que vous faites juste des tests après. Désolé. Vous faites juste des tests.
Je vais vous montrer après. Oh, j'ai déjà supprimé le truc. Sinon, je vais vous montrer après, par exemple, si vous voulez, la manière dont moi je travaille, c'est-à-dire quand je fais mon lab, par exemple, je suis au niveau de la VM, j'espère qu'elle est encore disponible. Donc, ici, je peux exporter le modèle. Attendez, je peux faire ça. Je vais vous montrer après. Vous pouvez exporter le modèle et le mettre sous un format. Vous allez entendre souvent Terraform, etc. Ou sur un format Biceps. Et ce qui fait que je l'enregistre, c'est un format JSON. Je l'enregistre et je supprime la ressource. Ou je viens carrément ici au niveau euh, de groupe de ressources. Ici, automatisation, exporter le modèle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout ce qui est à l'intérieur sera exporté. Donc, je l'exporte sous format ARM template. Donc, vous voyez? Et je le sauvegarde quelque part. Donc, je le télécharge, je le sauvegarde. Donc, j'ai mon fichier JSON. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Donc, tout ça, c'est les étapes de ma VM qui est là. Donc, vous voyez ici l'adresse IP publique. Donc, ça s'appelle VM IP. Donc, vous avez tous les détails ici. En fait, ici, c'était le NSG au niveau du Network Security Group. Vous voyez ici. Donc, tout a été créé. Nanana, nanana. Donc, tout est ici. Donc, c'est là qu'on parle de IAS, Infrastructure as a Code. Donc, on fait de l'infrastructure as a code, on code en fait notre infrastructure. Donc, c'est là qu'on va utiliser Puppet, Terraform, etc. Donc, d'autres outils qui sont là. Donc, une fois que vous téléchargez ça, vous pouvez, votre lab termine, ou vous n'avez pas terminé le lab, vous vous êtes arrêté là, vous téléchargez ça, et la prochaine fois que vous revenez, pour ne pas perdre du temps, vous uploadez ce, ce AM template et vous êtes à l'état où vous vous êtes arrêté. Vous voyez un peu le truc. Donc, c'est ça. Donc ça c'était un peu un exemple sur la création des VM, d'une VM dans Azure. Maintenant, on va aussi faire un test en même temps sur le App Services. Donc, je vais faire service. Bon, pour le App Services, je vais juste faire ça. Je vais rechercher le App Services. Donc, ici aussi, vous avez normalement le catalogue. Il est où le catalogue? Donc, vous voyez, ben, ici déjà, je ne l'ai pas épinglé, mais on a les différents. On a App Services, Application Function, etc. Donc, quand je regarde ici, les Application Function, je peux créer par exemple. Donc, vous voyez ici, donc App Services, etc. Donc, il y a plusieurs services. Donc, nous, on va se concentrer sur celui dont je vous parlais, par exemple, c'est le Logic App, avec lequel je travaille beaucoup. Le Logic App, c'est vraiment, c'est-à-dire, ici, c'est à la consommation. Donc, comme je vous ai dit, c'est intégrer deux systèmes qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Eve, mais vous allez faire communiquer ces deux systèmes comme, je vais dire, ben, comme un API en fait. C'est-à-dire que, mais seulement que c'est lui qui récupère, genre, qui récupère l'information. Par exemple, ce que je suis en train, le projet sur lequel je travaille, donc, l'autre service, l'autre application est là, donc on récupère l'information, on a l'information, l'autre attend du JSON. Donc, je vais convertir les informations qui sont là, qui sont sur la table, en format JSON, que je vais envoyer maintenant, faire un post via ben, un développeur m'a fourni tous les endpoints et API sur lesquels je peux envoyer je peux faire mon post. Donc, moi, je fais ça et tout fonctionne. L'information quitte d'un service A qui ne connaît ni dev et ni d'Adam de service B et s'en va vers le service B. Tout ça grâce au Logic App. Donc, c'est assez intéressant. Et le Logic App, la différence entre le Azure Function et le Logic App, Azure Function, c'est pour les développeurs. C'est plus du code. Mais le Logic App, tu as une interface graphique et tu peux aussi avoir aussi le côté voir le code un peu. C'est un peu comme un Power Automate, mais pour les intégrations des différents petits services quand on fait du Power Automate. Mais le Logic App est plus poussé. Donc, fait communiquer deux systèmes qui ne se comprennent, qui n'ont aucun lien de parenté. Donc, c'est ça. Donc, je vais revenir ici. Donc, on va aller dans mes App Services. Et je vais vous montrer un peu ce dont je parlais avec. Bon, je vais développer une application web. Donc, vous voyez ici, donc je vais créer. Donc, je vais créer un autre.
resource group, donc je vais l'appeler RG-web app. Donc ça, c'est le nom de ma ressource. Mon application, je vais la nommer Ndao Tech Lab. Donc, mon application sera accessible via ce lien. Après, si tu peux rajouter ton nom de domaine, etc., pour que ça soit un nom plus lisible, en fait. Mais d'habitude, c'est ça. Maintenant, ici, tu vois, on me demande, comme je vous avais dit, de plateforme as a service. Donc, c'est toi, tu déploies juste ton application. Tu t'occupes pas de, est-ce que j'ai besoin de d'un système d'exploitation? Non, 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 non. Toi, tout ce que tu as besoin de ton code, maintenant, est-ce que je vais utiliser des conteneurs ou bien est-ce que je vais utiliser du code? Si je vais utiliser du code, je vais utiliser quel langage? Donc, tu choisis ton langage. Moi, je vais prendre du PHP 8.2. Donc, je choisis Canada Central. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois qu'on crée une application web, il y a ce qu'on appelle un plan ASP qui est créé derrière. Je vais vous expliquer pour la suite. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ici, vous avez des plans, par exemple le premium, c'est fait, mais vous avez aussi, souvent, il y a un plan gratuit ici, qui est le gratuit, qui est le F1. Donc c'est 60 minutes de processeur par jour. Donc je vais prendre lui et je vais, j'ai pas besoin d'une base de données, j'ai pas besoin d'un réseau, j'ai pas besoin de m'occuper de tout ça. Moi, je veux juste, j'ai juste besoin de, je vais juste donner, je vais faire un exemple simple, quoi. Donc je vais juste vérifier et créer. Donc vous voyez ici, application référence queue gratuit. Donc je fais créer. Donc là, je suis en train de créer mon app services, qui est comment on appelle ça, qui est bah, c'est app services en fait qui permet de déployer mes applications. Donc ici, donc comme vous pouvez le voir, donc là, la création est toujours en cours. En revenant, je vais vous montrer au niveau de mes groupes de ressources. Vous allez voir que le groupe de ressources est déjà créé ici. Donc, ce dont je vous parlais, c'est au niveau des étiquettes. Les étiquettes, par exemple, ça permet par exemple je peux dire par exemple, c'est des clés valeurs. Donc, je dis env, je vais l'appeler env et je vais l'appeler ici development. Donc, il faut vraiment avoir cette habitude d'étiqueter par exemple des groupes de ressources pour savoir que, ok, c'est pour quel but par exemple, je vais mettre but, je vais mettre peut-être test, propriétaire, etc. Donc, ce qui fait que c'est facilement identifiable. Donc, toutes les ressources qui seront à l'intérieur, on sait que c'est destiné à ça. Et après, c'est facile à faire du FinOps, à savoir, en fait, telle ressource à partir. Parce que le truc, c'est quand vous allez commencer à créer des ressources de gauche à droite, ça va aller très vite, hein. Il y a des environnements où vous allez commencer à vous perdre, hein. Donc, dès que c'est structuré dès le départ, c'est correct là. C'est ça. Donc, je pense que ma ressource, elle est créée. Donc, si je viens ici, vous voyez ici, donc, comme je disais tantôt, en créant mon app services, il m'a créé un plan de service. Le plan de service, c'est quoi? C'est celui qui va gérer, en fait. C'est un peu comme votre petit serveur, mais vous n'avez rien à gérer. En fait, c'est en fonction de la charge de travail, en fait. Donc, c'est lui, par exemple, en fonction du SKU que j'ai utilisé. Vous voyez, c'est le système Linux. Moi, je m'occupe de rien, hein. Je m'occupe pas vraiment sauf si je veux faire du scaling, scale up, scale out, etc. Donc, par exemple, ici, par exemple, vous voyez ici, j'ai des environnements en fonction de ce que je veux faire. Donc, vous voyez ici, le SLA ici n'est pas respecté. Donc, ce n'est pas garanti que celui-ci sera disponible H24. Donc, mais lui, 99,95%, Microsoft garantit qu'à partir de lui, donc vous voyez, vous avez droit à un processeur, 1.5, 1.75 GB de machine et vous avez droit à un stockage de 10 gigas et vous pouvez aller jusqu'à 3 instances. Donc, c'est ce qu'on appelle le scale, scale up, qu'on appelle le scale out, etc. Donc, si je reviens ici, donc vous allez voir un peu ici. Je ne sais pas si lui il fait le scale out. C'est gratuit, il le fait pas. Donc, vous voyez ici, si par exemple j'avais pris un service qui faisait au niveau du scale up qui permet de prendre en fait ces options, vous allez voir que j'aurai l'option scale out, scale in, donc qui me permet en fonction de la charge du travail que j'ai sur mon serveur, j'aurai droit par exemple à
par exemple, je peux aller ici, je peux aller jusqu'à mise à l'échelle instance. Vous allez voir tantôt. Donc ici, par exemple, je peux aller jusqu'à 3 instances. Ici, par exemple, je peux aller jusqu'à 30 instances. Donc, c'est-à-dire que si j'ai mon site web est passé sur un site, à la télé, il y a des gens, il y a plus de 2 millions de personnes qui se sont sur le site, vous voyez. Donc, je peux aller jusqu'à 30 instances qui vont permettre de faire du load balancing pour pouvoir supporter le trafic qui va entrer. Donc, c'est à peu près ça. Donc, maintenant, nous, ça nous intéresse pas vraiment. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est ici. C'est notre application. Donc, mon application, il est disponible sur ce site-là. Donc, si je lance ce site-là, vous allez voir que le site web va s'afficher. Ça charge. Bon, c'est un serveur vraiment de base, hein. Donc, ça va prendre le temps qu'il faut pour charger. Donc, vous voyez ici, donc je peux, le domaine par défaut, je peux ajouter un domaine personnalisé pour dire, ok, non, moi je veux que ce soit pas ce nom, ça doit être par exemple doutepla.com. Donc, vous allez voir, c'est ça. Donc, prise en charge, Node.js, .NET, etc. Donc, moi je pense que j'ai une petite application que je vais déployer pour vous montrer un peu. Donc, vous voyez actuellement comment ça s'affiche ici. Donc, on va aller dans le centre de déploiement. Donc, moi, je vais déployer une application. Donc, vous pouvez utiliser différentes sources de déploiement. Moi, ce que je vais prendre, c'est publier des fichiers. Donc, c'est un fichier que je vais déployer. Donc, et je vais enregistrer. Donc, mon site web sera déployé. Ici, donc, mon site est déployé. Donc, si je viens ici, je fais un refresh. Vous voyez. Donc, Daotech, Microsoft Cloud, tac, tac, tac. Donc, c'est à peu près ça. Donc, tu, quand c'est la plateforme as a service, tu t'occupes juste de ton code et tu as plusieurs moyens. Il y a des fonctionnalités qui sont vraiment, vraiment intéressantes en fonction du SKU que vous utilisez. Par exemple, emplacement de déploiement, ce qu'on appelle souvent tu as tu as un staging, tu as un prod, tu as un dev. Donc, tu peux faire des switches pour dire, OK, mon application, je l'ai développée en dev. Il y a une fonctionnalité que j'ai développée. Donc, tu peux faire du switch de slot pour passer de prod en dev. Ça passe automatiquement. Et par exemple, tu te rends compte, celui que j'ai mis en prod là, il y a des problèmes. Tu peux rapidement faire un rollback et revenir sur le. C'est assez intéressant et c'est tellement bien fait. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous présenter au niveau de là. Donc, je vais pas m'attarder. Donc, prenez toujours le réflexe de supprimer vos ressources. Donc, je vais faire ça, supprimer. Donc, toute la ressource, le groupe de ressources sera supprimé. Je vois que lui n'est plus disponible. Ok. Donc, c'est parce que j'ai commencé à supprimer. Ok, c'est parce que j'ai commencé à supprimer le groupe de ressources. Donc, ça, c'est ce dont je voulais vous parler au niveau des labs. Voilà un peu ce qu'on va faire au niveau des labs. Donc, je vais revenir un peu sur mon PowerPoint. Donc, je pense on avait parlé un peu de ce qu'on a fait le tour. Ok, donc je vais revenir un peu en arrière. Donc, on a parlé de ça. Et on avait aussi parlé des tableaux. Mais on n'a pas parlé vraiment des VM Scale 7. Je vais vous parler un peu des VM Scale 7. J'en ai parlé un peu en détail, mais je vais vous montrer un peu à quoi ça sert les VM Scale 7. Donc, je vais retourner sur mon whiteboard et on va faire la petite démo. C'est un peu comme ce que je vous ai expliqué. Les VM Scale 7, c'est ça en fait, c'est la charge de travail. L'exemple que je peux vous donner, c'est comme, disons, vous avez un, un supermarché. Un supermarché, il y a 4 caisses. Vous avez 4 caisses, mais par exemple, à partir de 8 heures du matin, vous ouvrez juste une seule caisse. Donc, vous ouvrez juste une seule caisse. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de demandes. Mais à partir de midi, il y a une affluence qui se fait. Donc, vous ouvrez maintenant les autres caisses. Et à 14 heures, par exemple, il y a moins d'affluence. Donc, vous fermez 3 caisses ou 4 caisses et vous gardez juste une caisse. C'est un peu ça au niveau des VM Scale 7. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de la charge, parce que ça varie au niveau du CPU. Donc,
Si par exemple, disons, il y a toujours une base. Par exemple, je vais mettre en place un VM Azure Scale 7. Donc, vous avez toujours une base. C'est-à-dire que la base, c'est quoi? Je veux une VM. Donc, si par exemple, la métrique, c'est-à-dire que si c'est-à-dire que mon CPU est inférieur, inférieur ou égal à 20%, donc garde juste une VM. C'est-à-dire pas besoin d'augmenter la charge. Donc, c'est ça que je vais appeler faible charge. Ce que je vais appeler faible charge. Donc, si par exemple, je prends un deuxième cas ici, donc j'ai ce qu'on appelle charge normale. La charge normale, par exemple, si mon CPU atteint 60%, je veux que tu ajoutes, je veux que tu ailles jusqu'à 3 VM, 3 instances. Donc, on aura quoi? 3 VM qui sont actives pour pouvoir supporter la charge. Donc, on passe, on a une autre charge, par exemple, une forte demande, comme j'ai dit, votre site web passe à la télé et il y a une demande énorme. Donc, le CPU ici passe par exemple à 85% de CPU. Je peux dire à mon scale set, c'est-à-dire mon scale set automatique, ajoute 8 VM pour pouvoir supporter cette forte charge. Et vous pouvez aussi avoir par exemple charge extrême. C'est à vous de définir en fait. Donc ici c'est la charge extrême. Mon CPU atteint 95%. Donc je veux que tu augmentes jusqu'à 20 VM pour pouvoir faire du load balancing, pour pouvoir supporter, absorber cette charge-là. Donc c'est ce qu'on appelle souvent les règles. En fait, ce qu'il faut savoir au niveau des les règles du scaling, c'est quoi? Quand on dit scale out, c'est ajouter des VM. Donc imaginons CPU supérieur à 75 pendant. Parce que tout ça, c'est pendant une durée, hein. C'est-à-dire que si mon CPU est inférieur à 20% pendant plus de 10 minutes ou bien, ça c'est le standard. Mais si mon CPU, par exemple, atteint 60% pendant plus de 10 minutes, c'est là que cette option s'active et il va ajouter 3 instances pour pouvoir supporter. Donc, il y a souvent le minimum instance et le maximum. Donc, tu définis le minimum. Je veux que, disons que ta charge normale, c'est 60%. C'est ce qui devient intéressant en fait. Ta charge normale quotidienne, c'est ça. Imaginons que si c'était un serveur physique, que tu sois, que tu aies beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, tu vas payer le même montant. Si j'avais pris un IAS, par exemple, si je vais payer les 730 heures par mois. Alors que ici, par exemple, ma charge normale, je sais que c'est 60 sur mon CPU. Donc, si mon CPU atteint 60% pendant 10 minutes, augmente 3 VM. Mais mon minimum, c'est une VM. C'est-à-dire que si par exemple à 2 heures du matin, il n'y a personne, donc au lieu que ma charge normale soit à 3 VM, il va passer juste à une VM. Vous voyez un peu le truc? Donc, si par exemple, je sais pas, hein, peut-être quelque chose s'est passé à 2 heures où il y a des gens qui ne dorment pas, donc à 2 heures du matin, il y a eu un volume, ça va scaler en fait, ça va monter à 3 VM et ça va revenir encore à la normale. Et ici, c'est-à-dire que si mon CPU est tout le temps à 60, donc la charge normale, donc 3 VM. Si c'est moins, tu diminues à 1 VM. Si c'est plus, tu augmentes à mon maximum. Peut-être mon maximum, j'ai mis par exemple, c'est 20 VM. Donc tu passes à 20 VM, etc. Donc c'est ça qui est un peu intéressant au niveau du scaling. Et ce que ça permet, c'est quoi? C'est la haute disponibilité. Si une VM tombe, tous les autres continuent. Donc tu peux avoir 3 VM par exemple. Il y a une VM qui tombe, les deux autres VM continuent à fonctionner. Tu as 8 VM, il y a 2 VM qui tombent, deux autres continuent à fonctionner. Et c'est économique, donc tu payes les VM qui sont actifs. Donc, imaginons, comme j'ai dit, c'est 3 VM que j'ai, mais à 2 heures du matin, il n'y a personne. Donc, je réduis, donc j'utilise juste une VM. Donc, c'est-à-dire que la nuit, je ne paye qu'une VM. En journée, peut-être je ne paye que 3 VM, ainsi de suite. Donc, automatique aussi, aucune intervention. C'est automatique en fonction des métriques, en fonction du CPU, du timing. Donc, il monte, il descend, il scale out, etc.
et intègre aussi avec l'option de load balancing en fait, donc de distribution de trafic. Donc il a cette option aussi avec une sonde qui permet d'aller checker, ok, telle VM est disponible, est-ce qu'elle est saturée? J'envoie les requêtes, je distribue en fait au niveau du trafic. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est ça, donc je vais revenir, on va terminer la vidéo ici, donc je vais revenir ici mon PowerPoint. Donc au niveau d'ici, comme vous pouvez le voir, donc quel service choisir? Le tableau de décision, la question qui tombe souvent à l'examen AZ9, c'est la question typique. Bah, comme vous pouvez voir, quel service pour héberger une application web sans gérer le serveur? Si je vous pose la question, c'est quoi? Est-ce que c'est un IaaS ou bien c'est un PaaS? Donc c'est bien sûr que c'est un plateforme as a service. Un plateforme as a service, j'ai pas besoin de gérer l'infra en arrière. J'ai pas besoin de gérer de serveur ni rien. Donc, c'est du plateforme as a service. Donc, voilà un peu les types. Donc, vous voyez ici, virtual machine, donc c'est du IaaS. Donc, migrer ce qu'on appelle du lift and shift. Donc, migrer des apps existants, contrôle total de OS, ça coûte cher. Donc, si vous allez au niveau des VM Scale 7, donc IaaS, apps qui ont besoin de scaling automatique, bon, ça va, c'est-à-dire que ça réduit, ça augmente, ça réduit, donc le coût est moindre. Donc, on a les app services, un peu comme ça. Là, c'est des plateformes as a service. On a des sites web, des API REST, des apps modernes, donc ça coûte moins cher. On a les conteneurs instances qui sont aussi des plateformes as a service, donc c'est des conteneurs simples pour un travail ponctuel. Donc, on a les Kubernetes, AKS, des plateformes as a service, donc des microservices complexes, comme j'ai expliqué, ça coûte aussi quand même. Donc, les Azure Functions, qui sont des serverless, donc c'est des codes événementiels, des tâches automatisées qui viennent à un temps, grâce à un trigger, un déclencheur qui dit, OK, lance-toi, réduis la taille de l'image, après ça, tu t'arrêtes. Donc, c'est ça. Et on a aussi les virtual desktop, donc c'est des IaaS, c'était bureau de virtual de cloud. Donc, c'était un peu le tour de ce que j'avais à vous montrer à ce niveau. Donc, pour le AZ900, à l'examen, donc, si les questions un peu qui reviennent, c'est ça. Donc, le Virtual Machine, IaaS, donc, tu gères l'OS et les applications, Azure gère le hardware. Donc, tu t'occupes pas du hardware. Donc, c'est la différence avec le on-premise, c'est toi qui t'occupes du hardware. Tu t'occupes du hardware, tu mets je sais pas, ton hyperviseur dessus, ensuite tu installes tes VM, etc. Donc il y a tout un jeu. Toi, tu t'occupes pas de ça. Donc c'est une virtual machine, c'est du infrastructure as a service. Donc toi, tu t'occupes du GLOS, des applications, des patchs, etc. Donc delocate une VM est égal à arrêter complètement, est égal à $0. Stopper, arrêter une VM sans le delocate, tu continues à payer. Il faut avoir ça en tête. Donc, les VM Scale 7, donc, c'est des groupes de VM identiques avec des scaling automatiques, donc du scale out, du scale in qui permet de gérer. Donc, App Services, c'est des plateformes as a service, donc c'est des hébergements web sans gérer le serveur. Supporte plusieurs langages, comme vous avez vu un peu. Non? Donc, on a les Azure Container Instance, donc c'est des conteneurs simples sans orchestration, c'est des Docker, donc sans constatation, c'est des facturations à la seconde. Tu as besoin de venir exécuter une job euh, à un instant T, tac tac, il le fait et il s'en va. Donc, Azure Kubernetes Service, c'est un peu comme ce que j'ai expliqué, donc c'est des microservices, donc c'est un orchestrateur de conteneurs. Ensuite, on a les Azure Functions qui sont des services s'exécutent sur des événements et 1 million d'exécutions gratuites par mois. Donc, Azure Virtual Desktop, c'est un bureau Word complet dans le cloud, accessible depuis n'importe où vous êtes dans le monde. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai à vous présenter. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et la prochaine vidéo, qui sera la vidéo 6, c'est le networking Azure. On va parler un peu de VNet, de VPN, de Gateway, de ExpressRoute. Donc, tantôt, je vous ai montré quand j'ai créé une VM, vous avez vu ça a créé directement un réseau virtuel, donc un VMnet. Donc, dans ce VMnet, maintenant, il y a tout. On va parler aussi de VPN, on va parler de pairing, comment je peux créer deux VNet et comment je fais le pairing, comment je peux faire communiquer. Parce qu'il faut savoir que quand tu crées une VNet, à l'intérieur, tu as des sous-réseaux. Tu as un réseau virtuel, tu as des sous-réseaux qui sont segmentés. Maintenant, par exemple, quand tu crées une VNet 1, tu peux créer une autre VNet 2
Maintenant, ils ne communiquent pas entre eux de base. Maintenant, il faut faire un pairing entre les deux pour qu'ils puissent communiquer. Donc, tu peux mettre une application maintenant. euh, D'habitude, la manière dont les gens développent en trois tiers. Donc, on a l'application web, on a la base de données, on a comment on appelle ça, au milieu, on a la base de données à la fin, et ils sont dans différents vignettes qui communiquent entre eux et tout ça. Donc, tout ça, on va essayer de le voir en détail. Donc, c'était tout pour moi et on se revoit pour la vidéo 6. Merci.